Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, le chef de l'État dominicain, Luis Abinader, a annoncé la fermeture complète des frontières aériennes, maritimes et terrestres à partir de vendredi dans la matinée. Cette décision a été prise en raison de la construction d'un canal sur la rivière Massacre à Ouanamètre. Parallèlement, les ouvriers haïtiens ne chôment pas. La construction du canal sur la rivière Massacre se poursuit malgré les différentes mesures prises par les autorités dominicaines, notamment qui demandent à Haïti de suspendre cet ouvrage. Et puis, dans la politique, une vive tension a régné ce jeudi à Pétionville lors d'une manifestation organisée par le groupement sociopolitique dénommé FONOR. Les manifestants voulaient dire non à l'arrivée des forces kenyanes en Haïti pour aider à résoudre la crise socio-sécuritaire du pays. Le président dominicain Luis Abinader a pris une mesure décisive de renforcer la sécurité aux frontières de la République dominicaine. Lors d'une déclaration officielle, le chef de l'État dominicain a annoncé la fermeture complète de la frontière du pays, qu'elle soit terrestre, maritime ou aérienne, à compter de 6 heures du matin vendredi. Cette décision intervient notamment suite à des préoccupations croissantes concernant la sécurité nationale et les activités illicites à la frontière avec Haïti. Le président Abinader a souligné que cette action avait été soigneusement planifiée par le Conseil de sécurité nationale, notamment en coordination avec le ministère de la Défense, l'armée, la marine et l'armée de l'air. Le président Abinader a également ordonné à la Direction générale des migrations DGM de refuser l'entrée à 9 individus qualifiés de provocateurs et soupçonnés d'être impliqués dans le détournement de la chaîne binationale, notamment la rivière Massacre, révèle le journal dominicain L'Istendraio. Comme vous le savez, Madame, Monsieur, la nouvelle, c'est entre la République dominicaine et Haïti. En tout cas, c'est sur la frontière haïtiano-dominicaine, avec surtout la construction du canal sur la rivière Massacre. Donc, on se souvient de 2013 à 2018, de 2018 à 2021, de 2021 à aujourd'hui, où les Haïtiens sont déterminés à construire ce canal. Beaucoup de débats. Mais les nouvelles, c'est que le président dominicain Luis Abinader annonce la fermeture de toutes les frontières haïtiano-dominicaines, frontières maritimes, terrestres et aériennes. On va en parler aujourd'hui avec notre correspondant sur place, Jean-Michel Kawa. Et au-delà de la fermeture des frontières, il y a aussi, Madame, Monsieur, les sanctions contre certaines personnalités soupçonnées d'être derrière la construction ou la reprise des travaux relatifs à la construction du canal sur la rivière Massacre. On en parle avec vous, Jean-Michel Kawa. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Vous êtes notre correspondant depuis la République dominicaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Fermeture de frontières, sanctions contre des personnalités? Oui, alors effectivement, comme vous le dites, la communication, aussi bien terrestre, maritime qu'aérienne avec Haïti, est interrompue à partir de ce vendredi, 6 heures du matin, a annoncé le président Luis Abinader. Il avait également annoncé la suspension de la délivrance des visas aux citoyens haïtiens, et il vient de donner instruction au directeur général de migration, Venancio Alcántara, de prendre des mesures pour interdire d'entrer en République dominicaine 9 citoyens haïtiens considérés comme des provocateurs, je cite les propos du président Abinader, donc considérés comme les personnes à l'origine de ce problème créé par la construction de ce canal qui fait beaucoup de bruit donc ici en République dominicaine. Je dirais qu'il y a des avis partagés. Quand on regarde les éditoriaux des principaux journaux, il y a des va-t-en-guerre comme le Listing Diario et d'autres pour qui la construction de ce canal mettrait en danger l'existence même de la République dominicaine. On appelle au patriotisme, reprenant les accents de l'extrême droite nationaliste. Et puis, il y a des éditoriaux beaucoup plus prudents qui appellent à la négociation, comme l'éditorial du Diario Libre ou de Acento, qui demande à ce qu'on calme le jeu, qu'on calme les eaux du massacre et qu'on essaie de trouver une solution négociée pour faire baisser les tensions.
Alors qu'il y a une délégation qui est en République dominicaine, selon les informations, commission bilatérale mixte sur la question, qui discute. Est-ce que vous ne pensez pas que la République dominicaine pourrait attendre ce qui sortirait de ces pourparlers? Parce que tout le monde, en tout cas les plus avisés, croient qu'aujourd'hui le problème doit être résolu via la voie diplomatique, Jean-Michel Krawa. Est-ce que vous ne pensez pas que le président Abinader met les charrues avant les bœufs? Oui, absolument. C'est l'opinion d'un certain nombre d'observateurs ici qui ont critiqué le fait que des sanctions soient prises avant même que les négociations soient entamées, alors que, comme vous le dites, il aurait été souhaitable qu'on commence par la voie négociée. L'argument qu'a évoqué tant le président Abinader que le ministère des Relations extérieures aujourd'hui, c'est que ces travaux se poursuivent dans une certaine confusion et sans qu'il y ait eu communication aux autorités dominicaines du moindre plan. On ne sait pas, dit-on ici, qui est derrière vraiment ces travaux. On dit que ce ne sont pas les pouvoirs publics, que ce sont des initiatives privées, mais on voudrait avoir des garanties sur cet ouvrage pour être sûr qu'il ne posera pas de problème en termes de l'environnement et en termes du détournement des eaux. Le ministère des Relations extérieures, répondant à des questionnements qui avaient lieu à propos de discussions et d'accords qui ont été signés en 2021, en mai 2021, a sorti un communiqué aujourd'hui en disant qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un canal d'irrigation, comme on l'avait dit au départ, mais bien d'un canal du fleuve Massacre, ce qui pourrait poser des problèmes donc, en aval du fleuve sur les territoires agricoles dominicains. Maintenant, revoyons, Jean-Michel Krawa, les retombées ou conséquences de ces décisions prises par le gouvernement dominicain de manière générale, mais par le président dominicain de manière particulière. Il est dit, ou il est bruit, qu'en République dominicaine, il y a beaucoup de tapage, manifestations, mécontentement de la part de certains commerçants qui croient que le manque à gagner est important. Il s'agit d'une question de 900 millions de dollars de pertes si les frontières si les frontières restent fermées. Il y a des commerçants qui livrent leurs marchandises sur les frontières d'Arabon, entre autres, donc se plaignent, les produits périssables, entre autres, et même les grands commerçants aujourd'hui s'en plaignent. Comment est-ce que le pouvoir ou le gouvernement dominicain gère ces mécontentements face à ces décisions aussi? Oui, c'est une question qui est effectivement, qu'on voit dans les médias. Il y a d'Arabon, un habitant, on disait, d'Arabon est transformé en cimetière, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'argent qui circule. Le marché binational, vous savez, qui est un marché très important, est à l'arrêt, est complètement fermé. Donc il y a une inquiétude, notamment pour des secteurs comme les secteurs agricoles, par exemple, comme les producteurs d'œufs, qui, vous savez, vendent une partie importante de leur production en Haïti. Et les légumes aussi. Des légumes, des conserves, toutes sortes de produits dominicains que vous voyez sur les marchés haïtiens et qui, évidemment, à la suite de ces mesures, ne pourront plus traverser la frontière. J'ajoute également que la compagnie de transport terrestre d'autobus Caribe Tour a annoncé qu'elle suspendait son service donc à partir de demain. Et la compagnie d'aviation Air Saint-Ouri a également annoncé la suspension de ses vols en direction de Port-au-Prince d'Haïti. Donc vous voyez que pour l'instant, les choses ont l'air sérieuses. Maintenant, combien de temps cela va-t-il durer ? Le gros problème que souligne un certain nombre de Dominicains, c'est quels sont les interlocuteurs ? Y a-t-il des interlocuteurs en Haïti pour régler ce différend qui finalement est un différend qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits de la planète. Le partage des eaux d'un fleuve limitrophe, ce n'est pas la première fois qu'il y a un différend sur ce genre de sujet. Et on devrait pouvoir trouver une solution, comme vous le disiez, diplomatique et rationnelle, d'autant qu'il y a un cadre juridique qui est l'accord
le traité de 1929, le traité de paix entre les deux pays et d'amitié. Et il y a aussi la déclaration conjointe de 2021, on s'en souvient, où il y a eu ce débat suite à ce conflit, lorsque les travaux devraient être reprise ou bien qu'on devrait reprendre les travaux. Donc aussi, il y a eu ce débat. Alors je disais que ce qu'on reproche au gouvernement dominicain, c'est d'abord tout d'émotion dans l'affaire. Et est-ce que le gouvernement dominicain prend en compte la fragilité de la situation sur le plan économique, surtout du côté dominicain? Et pour le dire, aujourd'hui, on regarde, on constate une forme d'indifférence des Haïtiens face, si vous voulez, à la situation dominicaine, parce que les Haïtiens, peut-être, sont-ils prêts à affronter cette situation, surtout avec ce que l'on pourrait appeler une affaire de la raison du plus fort dans la décision dominicaine. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse dans cette affaire. Alors, il y a l'analyse juridique, effectivement, comme vous le disiez, rappelé le traité de 1929, l'accord qui avait été conclu en mai 2021. Et puis, l'argument, encore une fois, des Dominicains par rapport à cet accord de 2021, c'est que aucun élément n'a été apporté par la partie haïtienne avant de reprendre ces travaux. Donc, ils disent que l'accord prévoyait qu'il y ait une concertation qui n'a pas eu lieu pour la reprise de ces travaux. Et je crois surtout, d'une manière plus générale, ce qu'il faut voir, c'est que la République dominicaine est rentrée dans une période préélectorale. Luis Abinader a annoncé récemment qu'il était à nouveau candidat à la réélection, et donc sur les rangs, il est un président candidat de nouveau. L'opposition fait une surenchère nationaliste, et puis il y a une grande partie de la presse, et surtout des réseaux sociaux, qui sont influencés par les secteurs d'extrême droite nationaliste, et qui font également de la surenchère. J'allais vous demander, Jean-Michel Kawa, votre compréhension et surtout votre regard sur la question des personnalités visées ou soupçonnées d'être derrière la construction donc, du canal. C'est peut-être le dernier point que l'on verra avec vous en quelques minutes vraiment. Oui, alors ces personnalités sont plusieurs ex-sénateurs, notamment Vannick Pierre, ancien sénateur du département du Nord-Est pour le PHTK, Ardoin Zéphirin, l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, des collectivités territoriales, Jacques Sauveur-Jean, un ancien sénateur haïtien également, Jean-Tel Joseph, qui était directeur, qui est toujours, je ne sais pas, de la brigade de sécurité des aires protégées du ministère de l'Environnement, Luckner Désir, donc journaliste et ancien candidat à la présidence, Nader Joasseus, ex-ministre des Travaux publics et des Communications, Jean-Baptiste Aimé, un ancien sénateur du parti Lavalas et ancien consul d'Haïti à Darabon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Widline Pierre, ancienne directrice départementale du ministère de l'Environnement dans le Nord-Est, et surtout Caniel Sanson, qui est présenté comme le principal parrain de cet ouvrage du canal et qui serait donc l'homme derrière cette affaire. On dirait que la République dominicaine est aujourd'hui très, très, très sensible à sanctionner, donc à tenir le bâton contre les Haïtiens, Jean-Michel Kawa. Oui, oui, non, absolument. Il y a, comme je vous le disais, dans ce contexte de campagne, de pré-campagne électorale, cette exaltation du nationalisme, on a l'impression que ce canal met en péril la souveraineté du pays. C'est devenu, comme je disais, dans des grands médias, puisque le listing diario est le plus ancien et le plus important quotidien ici, on entend des tambours comme si on hors de l'affrontement armé, on crée un climat, et je crois que les décisions de Luis Abinader se justifient pas, mais s'expliquent en partie par ce climat et cette pression mise par les ultranationalistes ici en République dominicaine. J'allais vous demander aussi, vraiment pour finir, est-ce que les Dominicains de manière générale, mais le gouvernement dominicain, les ultranationalistes,
Ce rappel où on a conscience vraiment que la République dominicaine a déjà eu 11 prises sur la rivière Massacre et que Haïti est en train de prendre sa première prise. Même quand on parle des points techniques. Est-ce que l'on souligne ce point aussi dans le cadre de ce débat, que la République dominicaine a déjà eu 11 prises sur cette ressource binationale? Oui, non, ça a été dit, ça a été diffusé largement dans les médias, ça a été dit par les jésuites qui sont installés dans la zone frontalière au cours de plusieurs interviews, et c'est effectivement un argument important. Mais qui, je vous dis, on est dans une espèce d'irrationalité, dans un climat de nationalisme outragé. Et aussi, il faut rappeler que ce que je vous ai dit plusieurs fois à l'antenne de Métropole, la dégradation de la situation, notamment sécuritaire en Haïti, inquiète en République dominicaine. Et le président Abinader, d'ailleurs aujourd'hui, lorsqu'il a annoncé la fermeture de la frontière, avait pris un air martial, il était entouré de militaires, il a annoncé un renforcement du dispositif militaire à la frontière, et il a insisté pour dire que les bandes, les gangs qui sèment la désolation et la terreur en Haïti ne pourraient pas traverser la frontière. Il a bombé le torse, et je crois que c'est un élément qui joue aussi, qui explique un peu cette crainte qu'ont beaucoup de Dominicains par rapport à ce qui se passe en Haïti. On voudrait revenir avec vous rapidement, Jean-Michel Kawwa, pour terminer, sur les réactions des commerçants dominicains et de la classe politique de manière générale, même quand on sait qu'on est dans une période préélectorale, et puisque le président Luis Abinader est candidat à sa réélection. Oui, alors les commerçants, comme je vous le disais, notamment les commerçants dans la région de Santiago, c'est une région qui vit largement des exportations vers Haïti, sont très inquiets et espèrent que cette décision de fermeture de la frontière ne va pas durer longtemps. Quant aux réactions politiques, c'est ce que je vous disais, il y a une espèce de surenchère. Hier, l'ancien président Leonel Fernandez, qui est candidat également à nouveau à la présidence pour la Force du Peuple, un nouveau parti issu d'une scission du PLD, du Parti de la Libération dominicaine, a déclaré que cette construction du canal était inacceptable et violait les accords entre les deux pays. Donc il y a de la part du PLD aussi, l'opposition applaudit finalement, sans trop le dire, cette attitude de fermeté du président Abinader, ce qui renforce un peu ce cycle d'affrontement finalement et qui réduit les possibilités de négociation et d'accord raisonnable d'un différend qui est finalement un différend très localisé et relativement minime. Alors, peut-être sans vous inviter à analyser, vous avez une idée de l'issue de cette crise, même quand du côté haïtien, les experts haïtiens qui interviennent sur la question pensent que la République dominicaine a beaucoup plus à perdre dans cette crise. Est-ce que vous avez une idée de l'issue de la crise, même quand il y a une démarche diplomatique qui est sur le terrain? Oui, je pense que la pression des secteurs économiques qui perdent à cause de cette décision va jouer, bien entendu. Il y a un autre facteur. Il y a un autre facteur qui est la crainte des Dominicains, notamment par rapport aux conséquences que pourrait avoir l'intervention multinationale dirigée par le Kenya qui est annoncée. Le président Abinader a déclaré qu'il allait rencontrer son homologue kényan en marge des réunions à New York prochainement pour en savoir plus sur les intentions donc, du Kenya. Les Dominicains se sentent, comme je vous le disais, très préoccupés par l'évolution de la situation en Haïti, par la crise haïtienne. Et je crois que la décision concernant la fermeture de la frontière sera réexaminée, évidemment,
en fonction de ce qui va se passer au cours des prochaines semaines en Haïti. Certainement, sur le sujet de la force multinationale, on en parlera beaucoup plus largement la prochaine fois. Mais j'aimerais revenir avec vous sur un point. Il est bruit que le président dominicain demande de lui communiquer le plan de la force multinationale sur Haïti pour être sûr de ce qui va se faire. Cette force multinationale, ça c'est clair. Le président dominicain l'a dit et répété. Il n'y aura pas de soldats de force dominicaine participant à cette opération, mais évidemment, la République dominicaine est étroitement associée, tenue au courant, et c'est la raison pour laquelle le président Abinader a annoncé qu'il allait demander à rencontrer son homologue kényan, et évidemment, ils sont en contact étroit avec les représentants des États-Unis impliqués dans cette affaire et d'autres pays, l'Union européenne, etc. Donc oui, la République dominicaine suit de très près cette opération, mais n'est pas impliquée, je dirais, directement dans cette opération. Vous êtes notre correspondant depuis la République dominicaine, Jean-Michel Kawa. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci de nous avoir aidés à comprendre la situation sur le plan politique, économique, mais aussi en ce qui a trait à cette crise provoquée par la reprise des travaux dans le cadre de la construction du canal sur la rivière Massacre. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole et merci infiniment. De rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et voilà, Jean-Michel Kawa qui était avec vous pour des détails sur cette crise, une mission diplomatique qui se trouve en République dominicaine, mission diplomatique haïtienne, notamment pour rencontrer l'autre commission dans le cadre de cette crise. Car il y a eu cette commission bilatérale mixte qui a été formée en 2021 pour traiter le dossier et ces deux représentants, deux groupes de représentants de cette mission devraient communiquer les dernières informations en ce qui a trait à ce qui sort des pourparlers dans le cadre de cette nouvelle crise provoquée par la reprise des travaux donc, sur la rivière Massacre dans le cadre de la construction notamment de cette rivière, notamment de ce canal, pour être plus précis. Le journaliste Lemoine Bono estime une entente entre Haïtiens obligatoire pour sortir le pays de la crise. Invité à la rubrique Le Point de Métropole jeudi, il a estimé nécessaire de trouver une solution pour mettre fin à l'insécurité, fustigeant certains pays de la communauté internationale qui sont ou qui ont, selon lui, leur part de responsabilité dans la situation qui prévaut actuellement en Haïti. Pour nous sortir dans ça, nous faisons un paquet de bagages. Mais pour mes bagages là, il faut que nous chita. D'abord, M. Ariel, qui est dans tête gouvernement, est-ce que M. Ariel peut prendre des décisions pour permettre que, pour résoudre la crise sécuritaire? C'est ça, oui. Premier bagage là. Si nous ne pouvons pas résoudre la question de sécurité dans le pays, nous ne pouvons pas faire en avant, non? Nous ne pouvons pas faire en avant. Moi, je dis deux bagages. Un, résoudre la crise sécuritaire. Deuxièmement, il faut que le secteur privé a commencé dynamique. Il faut commencer à réfléchir qui ça va faire le pays. En matière d'investissement, en matière de production, qui ça va le faire? Parce que pas de pays sans production. Nous ne pouvons pas arrêter un pays consommateur, n'a pas importé en République dominicaine, n'a pas importé aux États-Unis. Wendell. Est-ce qu'on peut un soutien à Nord-Est, à Wanamet, à ce qui a passé là? Non. Est-ce qu'on supporte? Ça qui a passé à Wanamet, je supporte Lyon, mais l'État fait pour responsabilité, là, continue à faire prise là. C'est l'État pour continuer. Wendell, la République dominicaine, tout le temps, n'a pas les balles. Les États-Unis, c'est le premier investisseur en République dominicaine. Oui. Le Canada, c'est le deuxième investisseur en République dominicaine. Oui. La France, qui doit mettre bâton dans nous, l'autre jour, ambassadeur, on va mettre motocyclette de Haïti cadeau. C'est le septième investisseur en République dominicaine. Oui. Trois pays sont toujours impliqués dans la décision en Haïti. Moi, je dis oui. Les États-Unis, c'est le premier investisseur en République dominicaine. Le Canada, c'est le deuxième investisseur. Et la France, c'est le septième investisseur en République dominicaine. Ces trois pays n'ont aucun investissement en Haïti. Bon, réalité. Les États-Unis n'ont pas de goutte comme investissement en Haïti. Et ceci depuis à partir de 1980. Le Canada n'a pas de goutte comme investissement en Haïti. La France n'a pas de goutte comme investissement en Haïti. Mais les États-Unis, le Canada, la France, besoin de boucher toute longueur dans tout ça qui passe en Haïti en faveur, et ceci en faveur de la République dominicaine au détriment d'Haïti. Haïtiens coupables d'instabilité. Je ne vais pas dire que c'est créé seulement.
Haïtiens coupables, c'est nous qui sommes responsables de l'insécurité en Haïti. Je ne vais pas dire que c'est la République dominicaine. Mais les États-Unis, pour beaucoup, tout. Parce que l'elle parle que l'armée a des armes pour résoudre la question de sécurité. Ouais, c'est ce qui ça le demandé. Depuis environ 1 an là, la gourmet pour on force. Wendel dans tout pays. Depuis on force, avant de continuer, quitter mon petit bail pour habiller. En 2005, il y a une délégation d'hommes d'affaires allemands qui étaient intéressés à investir en Haïti. Ils ont préparé, ils ont temps pour parler avec une délégation d'hommes d'affaires haïtiens. Ils sont très intéressés à venir investir en Haïti. Avant de prendre la dernière décision pour transférer pour venir, ils ont demandé une rencontre avec le chancelier, la chancelière Angela Merkel. Et puis ils ont fait connaître que, mais comme ils ont mobilisé, ils ont une quantité de groupes d'hommes d'affaires, ils ont venir en Haïti. Angela Merkel découragé, il dit Haïti gagne une force de maintien de la paix, c'est pour un pays qui est stable, qui est viable, pas investir en Haïti. Ils ont tout viré à la République dominicaine et ont investi. Maintenant, est-ce que le débat est menti? Il était menti. Menti le bail, c'est que Digicel vite venu. Investissement Digicel là, c'est garanti. Quand il y a Digicel, il y a des difficultés par rapport à ce qui a passé là. Parce que Digicel, lorsque là, on y a, il a besoin de porter gaz. Non, on point que le gagne. Dans le site Lio. Dans le site Lio, il n'est pas capable parce que l'insécurité a empêché là le faire. Mais là, c'est en 2005, le pays a pas aussi mal comme ça. Pas Digicel est venu. Digicel est Jamaïque et puis il est venu. C'est pour montrer que les États-Unis, pour beaucoup, parce que l'on force venir dans le pays, on force du maintien de la paix, il y a deux bails qui crasent le pays. Premièrement, on ne peut pas recevoir un investissement. En matière de doing business, chaque année, il y a regardé qui pays compétitif. Il dit, un pays, ça a une force de maintien de la paix, nous ne pouvons pas venir là-dedans. Et c'est ça que les États-Unis besoin pour une force qui vient en Haïti, oui. Depuis force ça vient en Haïti, pas d'investissement en Haïti. Les États-Unis ont pris quelques temps pour, depuis 1980, ils n'ont pas investi en Haïti. Ils découragent l'Union européenne pour ne pas venir investir en Haïti. Le Canada, si investissement était en Haïti avant 1980, ils ont retiré, même banque, ils ont retiré en Haïti. Maintenant, le Canada n'a pas investi en Haïti. La France n'a pas investi en Haïti. Les États-Unis n'ont pas investi en Haïti. Mais ils ont tous besoin de force venir en Haïti. Le regroupement sociopolitique dénommé FONOR a organisé jeudi une manifestation afin de dire non à l'arrivée des forces kenyanes en Haïti. Les manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée notamment, ce qui a paralysé la circulation au niveau de Pétionville. L'ONU nous connaît qui peut gagner pour faire un vote sur résolution, pour prendre résolution pour déployer soi-disant soldats kenyans à policiers kenyans en Haïti. Nous venons là pour nous dénoncer complot ça. Nous disons ça fait cadre, il fait partie d'un complot international contre le pays, contre la souveraineté nous, contre l'intégrité nous comme peuple, contre la vie. Parce que là nous connaissons, si on grain kenyan ou bien 2 ou 3 kenyans, il y a Ebola. Qui ça Ebola qu'a fait en Haïti par rapport à la situation faiblesse sanitaire santé nous? Là nous connaissons combien de cob yo paye un policier alors que yo dit yo pral bay un policier, un soldat kenyan $18 000 américains par mois en Haïti. Nous dit si yo prend comme ça, yo renforcer l'armée, yo renforcer la police nationale, eh bien la police capable garantir sécurité pays. Nous venons là pour nous dénoncer des marches les États-Unis, le Canada, la France a fait pour mettre souveraineté nous en question, pour vassaliser souveraineté nous. Nous venons dénoncer Bini et nous demandons Bini tout ça qui passe dans le pays. Nations Unies jouent un rôle prépondérant là-dedans. Nations Unies prennent une résolution. Ils ont partagé le gouvernement avec Jovenel Moïse. Ils ont assassiné Jovenel Moïse. Nations Unies, ça, même lui-même, à travers un groupe, il prend un tweet. Il nomme Ariel Henry Premier ministre. Ariel Henry inculpé. Ariel Henry pas de légitimité, pas de qualité, pas d'autorité, pas rien comme moralité. Et puis, nous constatons CARICOM, OEA, Nations Unies, a préparé des documents pour permettre à Ariel Henry de signer avec eux. Alors que Ariel Henry pas de qualité, Ariel Henry pas de légitimité, Ariel Henry pas de qualité, voire pour Ariel Henry, tu as décision au Conseil des ministres. C'est peut-être ça nous venons là, pour nous dire aux Nations Unies que Ariel Henry n'a pas aucune qualité, ni compétence, ni légalité de se faire nous refuser, nous dénoncer tout accord
que Ariel Henry a signé avec les Nations Unies pour permettre aux soldats étrangers de débarquer sur le sol là. C'est pour ça que nous venons là, nous venons dénoncer et nous disons rendez-vous à casser demain matin encore, 10h du matin, bonnet, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité tende aux revendications. Nous. Et la situation reste encore tendue à Carrefour-Feuille et dans les zones avoisinantes. Des riverains qui ont tenté de retourner chez eux ces derniers jours seraient victimes des gangs, alertent des déplacés, notamment rencontrés au centre-ville de Port-au-Prince. Le gang de Grand-Ravine qui continue de semer la pagaille, brûler aussi les maisons dans certains quartiers, et ce qui augmente la liste des personnes victimes de cette situation, déplore-t-il. Ces déplacés dénoncent notamment des stratégies mises en place visant à leur faire quitter les centres d'accueil malgré la poursuite des actions des regroupements criminels dans leur zone d'habitation. La terreur continue de régner dans le quartier de Carrefour-Feuille. Les bandits de Grand-Ravine poursuivent leurs attaques contre les habitants de ces zones. Les hommes armés continuent de progresser et semblent se rapprocher de plus en plus du centre-ville de Port-au-Prince, sans rencontrer la moindre opposition, même si des opérations policières sont constamment annoncées. Et pendant ce temps, le doute plane sur le sort de milliers de déplacés qui occupent les centres d'accueil au centre-ville. De temps en temps, nous avons quelques délinquants dans la rue qui mettent des différents cailles. Nous avons été comme ça là, et puis les cailles ont flambé en bas, flamme du feu. Et ça fait nous n'avons pas jamais gagné assurance. Même là, dit nous venons, nous avons toujours cru que l'abattoir mène nous un massacre qui a fait sur nous. Par contre, parce que ça me dit, nous sommes invités en l'air, pas monter en l'air parce que pour monter aux victimes, invités pas monter. Nous sommes dehors net, ça nous monter à chercher. Malgré la détérioration continue de la situation dans ce quartier, de nombreux réfugiés abrités actuellement sur les sites provisoires ont tenté de rentrer chez eux à Carrefour-Feuille et dans les zones environnantes. Les bandits en ont surpris plusieurs. Certains d'entre eux, rencontrés au centre-ville, témoignent. Lundi passé, hier, lundi fait 8 jours. Moi-même, sans l'air, je suis que ça va pêchage. Je suis de savon dans l'air, je suis à cause de gens qui ont parlé, ils ont mourir, c'est à regarder, si vous avez quelques petits bâtons, petits chaudières, petits bagages. Vraiment, nous avons des gens qui sautent la vraie là, ils mourir. Mais c'est un monde qui est tout près de nous, là, madame n'est là. Mais après ça, nous pas fini qu'on a encore. Des rumeurs circulant depuis plusieurs jours leur avaient fait croire qu'ils pouvaient rentrer chez eux, expliquent des réfugiés. Ils dénoncent des manœuvres qui visent à les renvoyer des sites qu'ils occupent actuellement et fustigent le comportement des autorités face à cette réalité. Ils disent que c'est micro pour retourner la caille, mais ils disent pas pour retourner parce que les gens qui retournent la caille, ils tuent. Moi-même, si on dit que je tourne la caille, c'est besoin de tuer. Je fin pour ça, je te gagne. Je ne pas pour tuer. Je veux retourner de quoi pour tuer. Les bandits de Grand-Ravine poursuivent leur action. Ils continuent de tuer et de tout brûler sur leur passage, tout en essayant de conquérir de nouveaux territoires. Ces dernières heures, ils approchaient du cimetière de Port-au-Prince, selon les dernières informations qui nous sont parvenus. Dossier économie, la nomination du gouverneur Jean-Baden Dubois, représentant de la Banque de la République d'Haïti, par des gouverneurs des banques centrales de la région Caraïbes et Amérique latine, a été approuvée par le conseil d'administration de AFI, Alliance pour l'inclusion financière, pour faire partie des 4 nouveaux membres de ce conseil en remplacement de ceux dont le mandat est arrivé à terme. Le 13 septembre dernier, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité 4 gouverneurs des banques centrales suivantes. Banque centrale de la République d'Haïti, du Rwanda, du Pakistan et du Salvador, pour compléter les 9 membres du conseil d'administration de cette institution prestigieuse. L'Alliance pour l'inclusion financière AFI est un nouveau réseau mondial de régulateurs, notamment financiers, qui se consacre à l'inclusion financière et à l'amélioration de l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées et sous-bancarisées. Fondée en 2008, l'AFI compte plus de 100 membres provenant de plus de 90 pays et territoires de la planète, représentant des banques centrales, des autorités de régulation financière et d'autres institutions financières. L'AFI vise à renforcer les capacités des régulateurs financiers pour promouvoir l'inclusion financière, à faciliter notamment l'échange, connaissances et de bonnes pratiques entre les membres et à encourager la collaboration entre les régulateurs financiers et les autres parties, notamment pour atteindre
des objectifs communs en matière d'inclusion financière. Rappelons que les travaux de l'AFI sont axés sur des domaines tels que la réglementation et la supervision des services financiers, l'éducation financière, l'inclusion financière des femmes et jeunes et l'utilisation de technologies financières innovantes pour améliorer l'accès aux finances, notamment aux services financiers. La présence d'Haïti dans ce conseil d'administration de haut niveau est une opportunité pour faire parler d'Haïti autrement à travers la finance à l'échelle planétaire. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des titres avant de refermer l'édition. Le chef de l'État dominicain, Luis Abinader, a annoncé la fermeture complète de la frontière du pays, qu'elle soit terrestre, maritime ou aérienne, à compter de 6 h du matin vendredi. Cette décision a été prise en raison de la construction du canal sur la rivière Massacre à Ouanamek. Parallèlement, les ouvriers haïtiens ne chôment pas. La construction du canal sur la rivière Massacre se poursuit, malgré les différentes mesures prises par les autorités dominicaines qui demandent à Haïti de suspendre cet ouvrage incessamment. Une vive tension a régné jeudi à Pétionville lors d'une manifestation organisée par le groupement sociopolitique dénommé Fronor. Les manifestants voulaient dire non à l'arrivée des forces kenyanes en Haïti qui aideront à résoudre le problème sécuritaire national. Et c'est la fin de cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole pour la suite de la programmation. Au revoir.